le pôle Nord est ici, on voit le Groenland, on voit le début du Canada, et on arrive ici à l'Alaska, qui fait partie des États-Unis. Hop, j'ai le détroit de Bering, donc la France est juste ici, d'accord? La Norvège, la Scandinavie est là, et donc on est vraiment de l'autre côté de la Terre, ici, le détroit de Bering, avec le Kamchatka, le début de la Russie, toute la Sibérie qui s'arrête au mont Oural, qui sont ici. Et ce qu'on voit, c'est évidemment, donc, on voit bien les océans, on voit bien les grandes calottes de glace du Groenland, et on voit la glace de mer de la banquise qui est en retrait. Et surtout, ce que je vous montre, c'est qu'en fait, on voit des continents. Et l'Arctique, on parle souvent de la banquise, effectivement, mais c'est surtout des continents qui sont extrêmement présents en Arctique et qui sont un réservoir très important, en tout cas, d'écosystèmes. Et on voit déjà, finalement, on est au printemps, on le voit parce que la végétation commence à être verte. Donc, on voit tout va d'un seul coup, toute la nature, la forêt boréale s'ouvre. On a des fleurs qui, en une journée, apparaissent juste parce qu'on dépasse une isotherme 10 degrés durant la journée. D'un seul coup, tout s'éclaire, alors qu'avant, on était plutôt dans le ton du marron. Et alors, si je vous montre une carte géographique, ça permet un peu de mieux situer, c'est pas évident. Donc, c'est vraiment une vue aussi sur le pôle Nord, encore une fois, le Groenland, tout le Canada, l'Alaska et toute la Russie. Et on voit donc les Anglais et la Norvège. Et en fait, l'Arctique, c'est tout ça et en même temps, c'est autre chose. C'est pas évident à définir l'Arctique. L'Arctique, si on prend une définition purement géographique, c'est près des pôles, près du pôle Nord, sinon c'est en Antarctique. C'est des terres qui sont proches du cercle polaire, donc 66 degrés nord, qui est ici. Donc, ici, vous voyez que ça comprend finalement une région qui est assez petite. Au-dessus du cercle polaire, en hiver, il fait nuit de façon permanente. En été, il fait jour de façon permanente. Donc, ça désigne finalement juste la latitude, mais c'est aussi la proximité de cet océan arctique qui est très très froid, qui est dans notre système climatique le point froid sur Terre. C'est là où toutes les énergies vont se redistribuer, tous les courants océaniques et les courants atmosphériques froids vont descendre et les courants chauds de l'équateur vont remonter. Donc le machine climatique sur Terre, c'est vraiment juste comme dans notre bain où on va avoir un point chaud, un point froid et on va avoir de la circulation. C'est juste ça. L'équilibration qui se fait finalement jamais, c'est pas que c'est toujours actif. Donc c'est la proximité de cet océan arctique qui amène beaucoup de fraîcheur. Et en même temps, vous voyez, on a des variations de température. Vous avez une ligne ici rouge qui est en fait la ligne des arbres. C'est la ligne où on a 10 degrés en moyenne en été. C'est-à-dire qu'au-dessus de cette ligne, nous n'avons pas d'arbres. Et en dessous, vous avez le début de cette immense forêt taïga. Cette ligne, elle n'est pas rigoureusement, elle ne suit pas rigoureusement une latitude, parce que ça varie en fonction de la proximité de l'océan, de la latitude et également aussi du continent. Et en fait, le périgélisol et l'Arctique, ça fait partie d'un ensemble qu'on appelle la cryosphère, qui est très important dans le climat, dans l'évolution du climat. Vous avez, comme on en a parlé, de la banquise, toutes les calottes glaciaires au Groenland, au nord, mais aussi au sud avec l'Antarctique. Et en fait, le pH est un élément qui est un peu plutôt caché parce que finalement, les glaciers dans les montagnes, dans les Alpes, dans les Andes, dans l'Himalaya, on le voit bien, on voit bien l'évolution. C'est très marqué. On voit bien qu'il réagit chaque année, on voit le couvert neigeux aussi, pareil pour l'Antarctique. Mais le pH du sol qui est dans le sol, c'est plutôt quelque chose qui est encore caché. Et finalement, c'est quelque chose que, même récemment, la communauté scientifique, on avait un peu du mal à l'étudier. Souvent, c'est des régions très lointaines, on a du mal à y aller, on a du mal à rapporter des échantillons. Et donc, c'est plus simple finalement d'étudier les glaciers, ce qui est normal, qui ont été la plupart étudiés de façon très, très importante. Et le pH du sol, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus étudié et on voit que ça a un rôle majeur dans le climat actuel, mais surtout dans le climat futur. Donc, la question, c'est finalement, qu'est-ce que c'est que ce pH-sol? Donc, le pH-sol, par définition, c'est un sol gelé, que ce soit de la roche, du sédiment, du sable, de l'humus ou la forêt, qui est gelé pendant au moins 2 années consécutives. Donc, un hiver, plus un été, plus encore un hiver, plus un été. Et en fait, c'est froid, en général inférieur à 0 degré, c'est-à-dire autour de moins 4, moins 5. Ici, on est sur le bord du Nil, d'un grand fleuve de la Léna. Et en fait, donc c'est en vertical, ça fait à peu près 3-4 mètres. Et vous avez ici un sol ici on voit le début de la végétation avec des arbres, avec des saules. Ici, le sol, il est à peu près à 2 degrés. Et dès que j'arrive ici, je suis à moins 4, c'est des argiles, c'est ça. Et ça, c'est dur comme du béton. Et en fait, le pH du sol, c'est extrêmement compliqué à creuser, à construire dessus. C'est totalement imperméable. L'eau ne peut pas s'infiltrer et passer à travers, comme on a en France où on va de l'eau qui s'infiltre et qui va dans le nappe souterraine. C'est vraiment très, très dur,
très imperméable. Ça ne paraît pas, on ne voit pas finalement la différence au niveau couleur. Ça ne paraît pas, je sais pas, bleuté ou quelque chose comme ça. On peut voir, par contre, c'est très froid. Et là, nous, on a réussi à creuser juste parce que ça dégèle en surface. Et on met des coups de hache et de couteau. On ne peut pas creuser avec une pelle. Ça fait vraiment un son très métallique. C'est vraiment ding, ding. Donc ça, c'est aussi un problème pour les constructions d'habitation parce que creuser, faire des fondations dedans, les habitations ont besoin de fondations pour être stabilisées. C'est un problème. Et en fait, on s'aperçoit que ça fait, donc on a d'un seul coup le pH du sol qui est là, ici, à 50 cm, inférieur à 0 degré. À un moment donné, ça va s'arrêter parce que dans le sol, sur Terre, plus on creuse en profondeur, plus ça se réchauffe. Donc finalement, le pH du sol, c'est vraiment quelque chose qui a une couche qui a une épaisseur. Et c'est une épaisseur qui est en général de l'ordre de dizaines de mètres, mais parfois plusieurs centaines de mètres, jusqu'à quelques kilomètres. Le pH le plus épais, c'est 1,2 km au plein milieu de la Sibérie. Et ça, c'est des sols qui sont gelés depuis des milliers d'années. Donc, c'est très résistant aussi thermiquement. Au-dessus, on a ce qu'on appelle une couche active. Vous voyez ici, c'est 2 degrés. C'est celle qui va dégeler en hiver, qui va dégeler en été, puisque les températures sont supérieures à 0 en été dans cette région. Je vous montrerai un peu plus tard. Et après, en hiver, il fait très froid, donc ça va regeler. Donc ça ne fait pas partie du PRGI sol, mais on va en parler un peu plus tard. Cette couche-là, si on a des étés qui sont de plus en plus chauds, bah, la zone qui est dégelée progressivement, elle va grignoter le pH du sol. Et on va voir plus tard que si elle grignote et que cette zone-là dégèle, si j'ai de la glace à l'intérieur, ça va nous poser de gros problèmes. Oui. Avant la dernière période glaciaire, le pH du sol n'existait pas. En fait, le plus vieux pH, c'est très compliqué à dater thermiquement, en fait, dater un état thermique. On arrive à dater, par exemple, par des poteries en archéologie, des outils préhistoriques très bien, ou même des volcans. Mais dater quand c'est gelé, c'est très compliqué. Et donc, ce qu'on estime, c'est que les pH sont apparus lorsqu'on a eu un climat très froid sur Terre qui date d'il y a environ 1,2-1,5 millions d'années. On sait que l'Antarctique, qui est le glacier le plus vieux sur Terre, sont commencés à se construire. Donc, on n'a pas de glace aussi vieille, hein, mais on sait que ça a commencé à se construire, on a des traces, à peu près 1,2-1,5 millions d'années. Il y a 1,2-1,5 millions d'années. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà un climat très froid au pôle. Alors qu'avant, on n'avait pas de climat froid. Il y a eu des alternances glaciaires. Ouais, je vais en parler après. Les périodes de glaciation. Non, vous allez voir, ça a un tout petit peu modifié. On va en parler un peu plus tard. Donc finalement, vous imaginez bien, hein, c'est le steak haché au congélateur, hein, je dis toujours ça à mes étudiants, il faut bien qu'ils visualisent, qui est gelé. Sauf que si vous le mettez à l'extérieur, il va commencer à dégéler, mais de façon lente. Mais par contre, dès que ça dégèle, c'est quelque chose qui est un peu qui est continu. Et en fait, pourquoi on dit que c'est très important? Je remonte la carte ici donc, du pôle, avec ici tous les continents. Et ça, c'est la répartition du PRGI sol sur les continents de l'hémisphère nord. C'est environ 20% des continents de l'hémisphère nord, ce qui fait 20 millions de kilomètres carrés. Vous voyez, ça recouvre une très grande partie de la Russie. Les Morales sont là. Une partie aussi qu'on a en Scandinavie, autour des grandes calottes glaciaires du Groenland. Et on a évidemment vers le sud, qui est synthétisé ici. On a en fait, plus je vais en haute latitude, plus j'ai un pH qui est très épais, très continu. On a des petits lacs, c'est pas vraiment à l'échelle, mais vous voyez, dans les 400 mètres de pH sol à 1 km vers les hautes latitudes. Et plus je descends, plus le climat il est moins froid. Et plus le pH sol est de plus en plus aminci, vous voyez 50 mètres dans cette région-là. Et après, ça fait plus des petites poches. Donc, c'est vraiment en relation avec le climat actuel, mais pas que, on va le voir un peu plus tard. Puisqu'on a vu qu'il fait beaucoup plus froid autour des pôles, et plus je descends, évidemment, vers les latitudes les plus moyennes, latitude de l'Europe, plus le froid est beaucoup moins important. Et en fait, on en a donc aussi dans l'Himalaya, on en a aussi également dans les Alpes. Le Mont Blanc, il est gelé. Le Mont Blanc, il n'est pas recouvert par des glaciers, il comporte du pH sol, mais qui est très très faible, quelques mètres d'épaisseur. Et d'ailleurs, il est en train vraiment de dégeler et de provoquer d'ailleurs parfois des gros effondrements. Donc, c'est aussi un problème aussi bien dans les Alpes que dans les Andes, mais là, principalement sur Terre, le pH sol est dans les continents nord. Et en fait, le pH c'est parfois difficile à voir. Ici, on a un exemple, j'ai pris un drone, on a un énorme glissement de terre, un effondrement qui s'est créé par le dégel brutal du pH sol. Et en fait, ce que vous voyez, c'était une ancienne route avec un pipeline d'eau potable qui a eu une fuite et qui a provoqué en fait le dégel. Et vous voyez ici, ici vous avez 1 mètre qui est dégelé, et là, tout de suite, vous avez des stéliments, des argiles et un énorme morceau de glace. Et tout ça constitue le pH sol sous les pieds. Et pourtant, on ne le voit pas du tout de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on voit une forêt,
Mais sous les pieds de la forêt, à 2 mètres de profondeur, on a un pergeux qui fait 400 mètres de profondeur. Donc c'est extrêmement important. Et surtout dans cette région, le problème, c'est que nous avons des énormes morceaux de glace comme ça. Ça fait à peu près 15 mètres de haut. Vous avez un morceau de glace qui fait 15 mètres de haut, à peu près 5 mètres de large, et il continue encore 30 mètres plus profond. Donc c'est-à-dire qu'il y en a encore en dessous. Et cet effondrement-là, qu'on a observé en 2019, je suis retourné le revoir en 2021, il était 4 fois plus important. Parce qu'une fois que le dégel avait démarré, ce n'est pas possible de l'arrêter. Il a continué, et tout ça s'est effondré. Donc la route, il en manque un énorme bout. Toute la forêt a disparu en effondrement. Donc c'est quelque chose qui est très catastrophique. Et ça, on ne le voit pas beaucoup. On ne le voit pas tout de suite. On ne le voit que quand ça se produit. Et en fait, pourquoi? C'est parce qu'on a certains PHE dans ces régions, on a vraiment des régions clés, on appelle ça des hotspots, vraiment des zones où ça change, où on a énormément de glace. On dit qu'il est riche en glace. Il contient 70 à 80% de glace en volume. Donc, vous imaginez un volume, une bouteille d'eau, vous avez 80% de la bouteille qui est gelée, il y a juste 20%, juste le haut, est constitué de sable ou d'argile. Donc, le problème, c'est que si vous dégelez cela et vous faites fondre la glace, on va faire un trou. La glace transforme en eau, on fait un trou, on va faire des lacs, on va voir un peu plus tard. Sauf que c'est quand même compliqué, c'est pas juste quelque chose, vous voyez, 70, un beau pourcentage homogène. En fait, ici, j'ai des argiles qui contiennent 30% de glace en volume. On voit si on compte, on a des buts de racines qui ont plusieurs milliers d'années. Et on voit des petites lentilles de glace. Maintenant, on a 30%. Et ici, on a un gigantesque morceau de glace, donc 100% de glace, évidemment, en volume, qui ressemble à ça, avec des petites bulles d'air. C'est aussi de la glace qui a à peu près 20 000 ans. Donc, c'est à peu près le même âge. Ça s'est formé au même moment. Donc, c'est quelque chose qui est, vous voyez, très hétérogène. Ici, j'ai 30%. 5 mètres plus loin, on va à la tête de mon collègue, hop, j'ai 100%. C'est très compliqué, finalement, à prédire. Là, j'ai de la glace, là, j'ai pas de glace. Là, je peux creuser, là, je peux pas creuser. Si je coupe la forêt, si on fait un bâtiment, qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment un problème. On n'arrive pas à estimer. Quand on fait un trou dedans, on peut faire des forages, bah, on a une idée qu'à un certain endroit. Donc, c'est assez compliqué. On utilise d'autres méthodes pour arriver à estimer ça. Donc, voilà un petit peu. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que, et pourquoi est-ce qu'on sait que c'est un âge de 20 000 ans, on peut arriver à dater, mais surtout, on trouve beaucoup d'os de mammouth et de mégafaune préhistorique. Alors, il y a aussi le côté mauvais, c'est qu'il y a un marché noir là-dessus. Le côté intéressant, ça permet d'étudier finalement la faune de cette époque-là. Donc, on va vraiment là des os de mammouth. Ils ont trouvé là des vieilles photos. En fait, ce qu'ils font pour les récupérer, c'est qu'ils ne creusent pas au marteau-piqueur. C'est trop dur le PRJ. Ils le dégelent avec des lances finalement à incendie en connectant avec un lac à côté ou une rivière pour arriver à dégeler progressivement ces lacs-là. Donc, on a trouvé des ancêtres de loups, de chiens, d'ours des cavernes, de tigres à dents de sabre. Donc, c'est intéressant pour documenter finalement l'évolution aussi de la faune. Il y a des gens, des paléontologues qui étudient l'évolution de cette faune et l'évolution également de des mammouths. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que on parlait tout à l'heure des perles glaciaires. Donc ici, on a une vue un peu similaire à ce qu'on a vu actuellement avec le Canada, toute la Russie avec le Groenland, la banquise, donc à 2012, en tout cas récemment. Et en fait, si on remonte dans le temps, la dernière période glaciaire s'est déroulée d'il y a 10 000 ans à 80 000 ans, donc durant la préhistoire, on appelle ça le Pléistocène en géologie, les airs. En fait, les glaciers descendaient extrêmement bas. Ils descendaient donc sur tout le nord de l'Europe, une grande partie de la Russie était recouverte, mais des zones étaient découvertes. Et vous voyez qu'ici, on a le détroit de Bering, il était en fait à sec. C'est comme ça qu'on a pu faciliter la migration de population de l'Eurasie vers l'Amérique du Nord. Ce sont des théories aussi qui sont beaucoup étudiées, comment sont les migrations entre les continents, même descendues d'ailleurs vers certaines îles, vers l'Indonésie. Et on voit que les glaciers descendaient beaucoup plus bas en Amérique du Nord, ils descendaient en fait beaucoup plus bas que New York. Donc en fait, on a un petit peu une différence entre l'évolution des glaciers en Amérique du Nord et en Europe, avec des zones vraiment non dégelées. Et en fait, si je vous superpose la carte, je vais mettre après. C'était pour vous montrer l'évolution des glaciers en Europe. Donc on voit une énorme calotte qui s'est formée de glace, plusieurs kilomètres d'épaisseur. On voit ici le temps, si je remonte dans le temps, donc on remonte à 30 000, j'avais 10 000, hop, on n'a plus la glaciation. Ça a ouvert finalement la Pologne, l'Allemagne, une partie de l'ordre de la Belgique, de l'Angleterre. Et en France, on avait donc un climat froid. On avait des grands glaciers qui descendaient jusqu'à Lyon, jusqu'à Valence. Les glaciers s'étendaient très très bas dans les vallées. On avait des glaciers aussi dans les Pyrénées, dans le Cantal. Et en fait, on avait un climat froid en France. Les hommes précieux vivaient dans des cavernes. On avait des mammouths, on avait des raies et on avait surtout un pergélisol qui a disparu, qui a dégelé progressivement, un peu différent de celui que je vais vous montrer. Moins version catastrophique, mais on avait également un pergélisol à cette époque.
Et en fait, cette région que je vous ai montrée, on a un périphérique qui est sous-jacent, qu'on ne voit pas, mais en fait, si on apprend à le lire, le paysage, ça c'est un peu ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, en fait, la géomorphologie, en lisant le paysage, on peut arriver à comprendre l'évolution climatique et ce qu'on a en profondeur. Et directement en relation avec le pergélisol, on a deux types de paysages très différents. La toundra, donc les steppes du nord, et l'immense forêt boréale, la taïga, qui veut dire forêt en russe, sont vraiment en relation avec le climat, avec le pergélisol. On ne peut pas en trouver ailleurs. Et donc, c'est vraiment dans des régions différentes. Si on va plus vers le sud, là, c'est en Sibérie, la sud-étude où j'allais, je dirais, on espère y retourner. Donc là, on a la forêt boréale. Et si je remonte vers le nord, au bord de l'océan Arctique, mais j'irai en Canada, ce serait exactement la même chose, avec ici une toundra. Et en fait, la toundra, c'est vraiment une végétation qui est très soumise aux fortes températures très négatives en hiver, donc très faible température en hiver. Ce sont plutôt des lichens, des herbes, des prairies. C'est très compliqué à marcher, c'est très, très humide. On a parfois de la chance de voir des petites fleurs qui apparaissent pendant une semaine, fin mai, où le printemps se déroule. Donc vraiment différent de la forêt boréale où on a des feuillus, on a des mélèzes, des pins, des sapins, on a des bouleaux. Nous n'avons pas d'autres espèces comme du hêtre, du charme ou du chêne, mais ce sont des forêts finalement qui ressemblent à ce qu'on pourrait voir en France à haute altitude. Sauf que ces espèces-là sont très acclimatées à un climat qui est extrêmement froid, on va voir un petit peu plus tard. Par exemple, vous voyez, on a des mélèzes ici qui font à peu près 8 mètres de haut. Ils sont à peu près grands en largeur comme ma main, et pourtant ils ont 150 ans. En France, un arbre de 150 ans, en général, ce sont les chênes, ils sont assez grands, comme 3 à 4 sièges. Donc ça démontre finalement que ces espèces sont adaptées à un climat très froid, et ils ont beaucoup de mal à pousser. Ils poussent en fait que de juin à août. La saison végétative où ils font un cerne, chaque année ils grandissent, est très très courte comparée à chez nous. Donc c'est pour ça qu'ils sont, on ne parle pas d'espèces naines parce qu'ils sont quand même 8 mètres de haut, on a d'autres espèces d'arbres qui sont beaucoup plus petits, mais ils sont vraiment très adaptés à ça. Là, on va un chercheur dans son écosystème à être bien mouillé et à rester pendant toute la journée. Et donc en fait, pourquoi on parle souvent de l'Arctique, hein, le point froid du climat? Si on compare la moyenne annuelle des températures, donc si on soit au nord de l'Arctique, c'est à peu près moins 15, on est en plein milieu de l'Arctique, en plein milieu de la Sibérie, on est à moins 10. Pour un ordre d'idée, en France, on est plutôt à plus 9, plus 10 degrés. On est vraiment négatif. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous montre cette photo-là, ici c'est un thermomètre à Yakutsk, la capitale du froid, en plein milieu de la Sibérie. Vous voyez, on a ici la graduation à 0, plus 10, plus 20, plus 30. Vous voyez qu'il y a plus de graduations négatives, moins 10, moins 20, moins 30, moins 50, moins 60, moins 70. Il y en a plus en négatif qu'en positif, parce qu'ils sont habitués à des températures qui sont très souvent très négatives. Et en fait, dans ces régions, vous avez moins 50 en janvier, moins 50 en décembre, pendant plusieurs mois. Et vous avez le record mondial de villages, donc de sites habités avec la plus froide température, qui est de moins 67,7 degrés. Il fait plus froid en Antarctique, mais ce n'est pas habité. C'est juste des scientifiques un peu faux qui vont là-bas. Ce n'est pas habité à l'année. Il change, hein, parce qu'au bout d'un an, c'est un peu froid. Donc à peu près moins 90 en Antarctique, mais là on a vraiment un record de froid dans des petits villages où ils vivent, vous voyez, dans des maisons en bois, isolées. Alors la dame, elle a juste un petit manteau en fourrure. Moi, je n'ai jamais été à moins 50, parce qu'on peut à moins 50, en fait, heureusement c'est un froid qui est sec. Sinon, nous avons le nez, il faut se protéger le nez et les oreilles. Sinon, en 5 minutes, le nez et les oreilles gèlent. Donc en général, ce qu'ils font à moins 50, c'est qu'ils vont juste aller prendre le bus ou démarrer leur voiture, qui d'ailleurs, durant la nuit, démarre automatiquement pour ne pas geler le carburant. Mais vous avez, en fait, ils sont parfaitement adaptés au froid. Le froid, c'est pas un problème pour eux. Quand mes collègues russes, Yakoutes, qui sont habitués à moins 50, viennent à Paris en hiver, où il fait juste 5 degrés et il pleut, ils ont plus froid à Paris que là-bas. Parce que c'est un froid humide, ils ne sont pas habitués à ça. Donc c'est vraiment des conditions assez extrêmes. Et à l'inverse, donc il fait très très froid en hiver, mais par contre en été, on peut avoir plus 30 degrés. Donc on a un écart thermique qui est absolument hallucinant. On a 80 degrés de différence thermique entre l'été et l'hiver. Donc je ne dis pas la pression qu'on a sur les routes, sur les bâtiments, c'est pour ça que c'est très vite dégradé très très rapidement. Et donc ça fait vraiment, donc finalement, l'été étant très très court, de juin à août, et oui, parce que fin août, pour eux, ils disent c'est l'hiver arrive. Fin août, l'hiver arrive. Le 28 août, hein, c'est bon, l'hiver arrive. Oui, parce qu'il peut neiger fin août et faire 0 la nuit.
Donc ça arrive très très vite. En une semaine, il peut tout de suite faire -10. Donc finalement, ils ont vraiment un hiver qui est très 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 long dans ces endroits, donc c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'on comprend bien les températures très très froides. C'est pour ça qu'on a un pergélisol depuis plusieurs milliers d'années qui est en adéquation avec le climat ancien. Après, avec le climat futur et l'évolution actuelle, ça c'est autre chose. Mais même si on a des températures supérieures à 0 degré en hiver, en été, en hiver, on est vraiment tellement froid que le pergélisol, on comprend bien pourquoi il se forme. Et en fait, ça ressemble à ça. Là, on a une vue de la Sibérie, on fait au drone, à peu près à 150 mètres d'altitude, on voit bien donc, toute la forêt. Ce qui est étonnant, c'est que vous voyez, on voit des lacs partout. On va les voir un peu plus tard, ces lacs. Pour l'instant, ils ne vous disent rien, mais vous allez voir qu'après, vous allez comprendre et savoir pourquoi ils se forment et qu'est-ce qui se passe. Avec un œil de géomorphologue, on peut se dire, OK, il se passe ça, tel processus, et on comprend qu'on a 300 mètres de pergélisol plus bas. Mais à la fin de la présentation, j'espère qu'on fera un petit test, savoir si vous comprenez bien ça. On va garder des petites notes à la fin. Alors, donc, on voit un petit peu ça. Donc, on est début septembre, il fait déjà plus 10 degrés, hein, l'hiver arrive. On voit l'automne arrive, on voit les feuilles commencer à changer. Ici, on est à la fin de l'hiver, on est début avril, il fait -30. Et en fait, on dirait pas ici, on voit bien que la forêt, comme c'est des mélèzes, ils perdent leurs épines. Donc, ce n'est pas, on dit en anglais l'evergreen, ce n'est pas tout le temps vert. Il y a très peu de neige, pourtant il fait -30. Et donc, ils sont habitués à sortir dehors. Alors, pour la petite histoire aussi, en Russie, à -55, -54, -55, l'école maternelle et l'école primaire ferment. L'université ferme à -58. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, quand l'école primaire et le collège et les maternelles ferment, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jouer dehors, en fait. Donc, j'ai vu des vidéos où mes collègues, ou quand j'ai eu la chance d'aller à -50, donc je sortais pas beaucoup dehors, les enfants, les voient jouer dehors hein, sur les balançoires. Il fait -50, hein, moi je sors juste dehors acheter quelque chose, je rentre. Eux, pas de problème. Mais ils sont habitués. S'ils ne sont pas habitués, c'est que les hivers sont de plus en plus chauds. Ça, ils ne sont pas habitués. Que la neige est de plus en plus molle, elle n'est pas froide, donc elle est très compliquée à marcher. Ça, c'est vraiment un problème pour eux. Le froid, ce n'est pas un problème. Et ici, on est au printemps, le tout début du printemps, juste avant la floraison. On voit encore, c'est encore un peu jaunâtre. On est mi-mai, et vous voyez qu'on a encore un peu le village avec qui on travaille aussi, qui est juste là, de Sirdar. Là, on a de la glace qui est formée, le lac qui fait 10 mètres de profondeur, on a 1 mètre de glace. Ils peuvent rouler, ils peuvent marcher dessus. Ils pêchent d'ailleurs, c'est très important. Et là, on a encore un petit peu de glace sur ces lacs, mais ils ne peuvent pas rouler dessus, hein, c'est fini. Alors que là, la neige, la glace est disparue. Et en fait, on comprend bien pourquoi je vous disais qu'on a du pergélisol, puisque ici, vous voyez les températures moyennes annuelles, donc -20, on est vraiment au centre de Groenland, dans des montagnes ici ou au nord, et plus je descends, plus j'ai de températures moyennes annuelles qui sont autour de 0. Et ça colle à peu près avec le pergélisol, à cette température actuelle. Sauf que ce pH-là, on a dit qu'il était très ancien, et on va voir un peu plus tard pourquoi il y a une distribution si particulière. Alors là, pour vous montrer un peu de faune locale, des chercheurs russes, allemands, français et canadiens ensemble à travailler sur le terrain. Donc, c'est toutes les conditions. On subit aussi les conditions là. Mais la recherche, c'est travailler ensemble, mauvais temps, beau temps. Ici aussi, avec une étudiante californienne, donc habituée à plus 30 degrés et tampon, tandis que pas en tongue. Et donc là, voilà, on est quand même dehors, on peut arriver à travailler à -30. Mais à -50, ce n'est pas possible. C'est trop dangereux à travailler, c'est trop compliqué. On ne peut pas vraiment transpirer, sinon ça commence à geler. Donc en général, on arrive, nous, à -30, on peut travailler, hein, si c'est un français, il faut juste mettre plusieurs couches. Alors bien sûr, on est plus équipé que les populations là-bas, où finalement, à -30, c'est le début de l'été, c'est pas très froid pour eux. Donc c'est pas de problème pour eux. Un petit peu la faune locale pour montrer un petit peu. Donc là, un ours, ici, moi je fais 1m70, donc vous voyez la taille. Ça, c'est un tout jeune mâle, très très jeune. Il vient juste de quitter apparemment ses parents. Bon, là, il est empaillé, mais vous voyez que c'est tout petit, alors qu'en fait, la taille est bien plus grosse que la tête. Alors souvent, il y a beaucoup de rennes. Alors, je montre quelques photos ici des rennes. Ici, on a des renards arctiques. Là, il a son pelage d'été, gris. Sinon, il est blanc en hiver. Sinon, la faune qui est très présente partout en Arctique et dont on parle finalement peu, mais qui est une malédiction et en même temps une bénédiction, c'est ça. Vous n'entendez pas le bruit, mais ça fait. Et ce sont des milliers de moustiques qui sont très contents de voir les petits Français arriver chaque été. Chic, chic, chic. Ils ont bien mangé tout l'hiver. Ils sont bien eux. Donc, quand on est là-bas, évidemment, on se protège.
C'est pour ça que des fois, je viens souvent en Sibérie en août, quand il commence un petit peu à faire froid, il y a moins de moustiques. Parce qu'en juin et en juillet, c'est une horreur. C'est vraiment la façon d'un apiculteur va récolter le miel avec les abeilles. On a vraiment des centaines de moustiques autour de nous qui nous suivent partout. Donc, je vous épargne, si on campe, ici on a déjà campé près de ce lac-là, donc imaginez camper, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut enlever, il faut sortir, il faut s'habiller, c'est très très compliqué. Donc c'est un petit peu embêtant, mais ils sont pourtant très importants pour l'écosystème. Il y a des moustiques qui sont pollinisateurs, donc ils sont très importants. Donc c'est pas juste une nuisance, ils servent à quelque chose, ils sont là pour quelque chose. Évidemment, ils se développent énormément près des lacs, des zones de marais, pile là où on va, donc toujours très content d'être là-bas. Donc c'est toujours à peu près la surprise. Vous voyez, on en voit, ils sont assez gros, hein, ils sont un peu plus gros que chez nous. Donc ils sont toujours très contents de nous voir. Heureusement, ils n'ont pas de maladie. Donc ça, on n'est pas obligé d'avoir un tas de vaccins pour aller là-bas. Donc ils meurent en hiver. Donc la dernière génération va mourir en hiver, va mourir. Finalement, ils vont s'endormir à cause de l'hiver et ils vont se réveiller au tout début du printemps. Donc ils ne sont pas très bien. Pas très vaillants au début du printemps, mais la première génération qui après ça, eux, ils ont très 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 faim. Donc c'est les pires, il ne faut jamais aller en hiver, au printemps. J'y vais plus en printemps, j'ai déjà fait une fois. Et vous voyez, je vous disais qu'on doit se protéger. Alors protéger des moustiques, on a des moustiquaires, hein, soit style sweat, ou alors juste un petit chapeau. Donc là, il fait 30 degrés, donc on doit avoir des bottes, un jean, une chemise longue, des gants, un chapeau. Donc pas le moindre millimètre de peau doit être exposé, sinon vous risquez d'avoir des boutons version maladie. C'est évidemment le moindre millimètre de peau et vous êtes le buffet garanti. Là, on voit aussi un jeune mâle, vous voyez, qui est grand à peu près comme ma main. Il était passé. Lui, on ne l'a même pas vu passer. Il est passé pas très loin de nous, on ne l'a même pas vu. Et la seule empreinte qu'on a vue, c'était sur des sédiments liés à la plage. Donc, il a laissé une trace, mais en tout, on ne l'a même pas vu passer, on n'a pas vu de trace. Donc, ils sont très, très silencieux. Et même s'ils font plusieurs centaines de kilos, ils laissent très peu de traces. Donc, on en voit très peu de choses. Maintenant, on va parler un peu de ce réchauffement climatique. Donc, je vais l'évoquer pour l'Arctique et voir comment ça évolue et quel est l'impact pour le BRJSOL. C'est une animation qui montre l'évolution des températures par rapport à une moyenne 51-80, donc 1880 à 2020. Donc, quand on a des températures qui sont supérieures à la moyenne, donc températures plus chaudes, des moyennes annuelles que cette moyenne-là, c'est dans les tons du rouge. Si c'est inférieur à cette moyenne-là, c'est dans les tons du bleu. Donc, je vous remets la petite animation. Hop. Vous voyez, on démarre, donc plutôt le ton du bleu, un petit peu jaune, suivant les années 1970, 80. Et là, à partir des années 2000, on a une accélération et on voit que la plupart des régions sur le globe commencent à être dans des tons de jaune, orange, voire même rouge. Et ce qu'on voit surtout ici, c'est que vous voyez, les tons les plus rouges sont où? Sont en haute latitude. C'est pour ça qu'on parle finalement, l'Arctique est très sensible aux variations climatiques. C'est là où on a le réchauffement climatique le plus important. Et pour vous montrer aussi un autre graphe, donc ici c'est alors je vais aller je vais pas rester très longtemps parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Ici c'est clairement la même chose que je vous ai montré. Donc on voit une courbe d'évolution des températures depuis 1800-1900 jusqu'à 2015. Ce qui est montré ici avec des barres, ici en histogramme, des barres, c'est aussi cet écart par rapport à un plateau ici 51-80. C'est juste, on aurait pu mettre directement la valeur de la moyenne annuelle. Ici, on serait à peu près à moins à 17, 16 et quelques. Et ici, on serait à peu près à 17. Mais pour aider à la compréhension, finalement, à voir l'évolution des températures, parce que c'est pas évident de se rendre compte, ok, on a une augmentation de 1 degré, ça paraît pas énormément. Donc, ce qu'on voit ici, c'est l'écart de température chaque année par rapport à cette moyenne ici. Et on voit qu'on est franchement très inférieur, 0,5 à 1 degré. Et d'un seul coup, ce qu'on voit, c'est qu'on a une brusque augmentation depuis les années 90. Et surtout une accélération depuis les années 2000-2020. Donc ça, c'est à l'échelle du globe. On sait que c'est un réchauffement, je passe au rapport du GIEC, qui compile les données faites par les chercheurs, de 0,95 degrés. Là, je n'ai pas mis un jour, mais c'est 0,95 maintenant. En France, on a un réchauffement climatique, c'est le même type de graphe qui est plus important, qui est de 1,2 degré. Donc, on est plus impacté en France par le réchauffement climatique, qui est plus important. Après, je ne parlerai pas des impacts en France, mais on pourra en discuter après si vous avez des questions là-dessus. Et si on regarde l'Arctique, ici, la ville de Yakoutie, donc une des villes que je vous ai montrées en plein milieu de l'Arctique, on voit l'évolution des températures. Donc là, ce n'est plus ce format comme ceci, avec des
histogramme avec des barres qui montrent une anomalie de température, donc une différence par rapport à un plateau. C'est directement les valeurs. Donc, on avait vu que c'est des valeurs très inférieures, moins 10, moins 15. Et vous voyez qu'on voit des variations depuis 1800, 1900. Il y a déjà les températures à cette époque-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'on voit une augmentation brutale plutôt depuis les années 60. Par contre, cette augmentation, elle est bien plus importante. Elle est d'environ 3 à 4 degrés. Ça veut dire que le réchauffement climatique en Arctique, il est 3 à 4 fois plus important en Arctique comparé à d'autres régions sur Terre. Et pourtant, on va le voir ensemble, c'est une région qui est très sensible aux variations climatiques. On avait vu qu'on a un sol gelé qui est très proche de zéro. On a des variations climatiques très importantes entre l'hiver et l'été. Et pour vous montrer la représentation différente, le GIEC a beaucoup travaillé sur la façon de représenter les données. C'est très compliqué parce que ça, finalement, bon, il y a des données, on voit une courbe et des couleurs, c'est assez compliqué. Et ce qu'ils ont une idée de génie avec des artistes, c'est qu'ils ont représenté les variations. Donc, vous voyez les variations, si je remonte le monde, les variations ici de donc 0,4, 0,3 par rapport à cette moyenne, sous forme de bandes de couleurs. Et ce qu'ils ont montré, c'est une espèce de frise. Et on voit donc l'année 1900, on voit les variations de couleurs, donc moins 0,5 par rapport à cette zone ici. Et après, on arrive ici à plus 0,7, plus 0,8 degrés. Donc, on voit bien qu'on a des températures chaque année, chaque bande pendant une année. On a des variations, parfois ça varie comme ça monte, ça descend. Mais globalement, depuis 90, on a une très nette augmentation. Et si je regarde pour la France, on voit qu'on est beaucoup plus dans les tons du rouge. On a vu que c'est plus important. Et ça veut dire aussi que l'augmentation des températures s'est déroulée à un moment différent. Parce qu'on n'a pas le même climat en France comparé à la climat global qui finalement moyenne tout. Et si je regarde aussi de la même manière, donc à Yakutsk, donc la Yakutsk qui est le pays en Russie, on voit finalement des variations très différentes et surtout très importantes durant les 40 dernières années. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'en Arctique, c'est là où le réchauffement climatique est le plus important. On parle beaucoup des glaciers en retrait, de la banquise qui diminue. On va voir que le PRGI-SOL, il lui arrive une histoire tout aussi dramatique. Et donc, c'est ce que je vous mets ici en comparaison. Donc ça, je ne vais pas vous le passer, on n'aura pas le temps. Et en fait, quand on regarde l'Arctique, quand on regarde cette région-là, donc la partie continentale, je vous avais montré une photo précédemment. Là, on est au Canada, on n'est plus en Sibérie. Vous voyez qu'on a des lacs partout. Des lacs partout. La mer, pourtant, est là. On a des lacs partout. Vous avez montré aussi celle-là. On a des lacs qui sont partout. Et en fait, ces lacs-là, c'est vraiment un indicateur de cet impact du réchauffement climatique sur la région. Pourquoi? Parce qu'ils sont formés par le dégel du PRJ. Ici, c'est un site d'étude par nos collègues Yakoutes qui ont pris des mesures chaque année et des photos. On voit, donc c'est un ancien champ agricole qui a été la forêt dans les années 60-70. On voit des photos donc à 93, 5 années plus tard, en 2005, en 2008. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit lac qui est apparu, un lac derrière qui est apparu aussi. Et ce lac-là, il grandit avec le temps. Et ça, il grandit pourquoi? Parce que le PRJ sol se réchauffe. Parce que la glace que je vous ai montré précédemment, l'énorme morceau de glace qu'on a vu ensemble, donc 80% de glace en volume, lorsqu'il va dégeler, ce PRJ sol, la glace va à fond, on fait un effondrement, on peut faire un énorme glissement de terrain, comme je vous ai montré, qui avale la route. On fait quelque chose de tout aussi dramatique, mais un peu plus lent, on forme des lacs. Et en 2018, on y est retourné, et en fait, maintenant, ce lac-là et celui-là, on ne forme plus qu'un. Donc tout ça s'est effondré là. Et la forêt ici a commencé à disparaître. Donc ça, c'est vraiment un marqueur du réchauffement climatique, mais également de l'activité humaine. Pourquoi? On le sait, dans cette région-là, s'il y a des feux de forêt anthropiques, donc créés par l'homme ou naturels, ou surtout si les hommes coupent la forêt pour faire des bois de construction, déforestation, on peut faire ici, c'était un champ de pommes de terre, on va fragiliser, on va apporter de l'énergie de l'atmosphère et on va commencer à réchauffer progressivement le PRJ. Et si on a un été particulièrement chaud, à cause du réchauffement climatique, on va déclencher ce dégel et on va commencer à former les lacs. Et quand ils sont formés, on ne peut plus les arrêter. On ne peut rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est recouvrir de terre pour finalement mettre une sorte de couverture thermique par-dessus pour éviter d'être en lien avec l'atmosphère, sauf que la terre, il faut la trouver quelque part. Donc, si on creuse ailleurs, on va trouver de la glace aussi. Donc, on fait la même chose. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment inarrêtable. Et là, pour une petite photo aussi, pour vous montrer une image satellite en 2010, en 2012, et on voit ces petits lacs qu'on formait. C'est les mêmes lacs qu'on a vus juste avant. Ces deux-ci, ce sont ceux-là. Et ça, c'est une image, alors ce qui est assez intéressant, c'est une image prise par un satellite espion américain en 1980. Les Américains prenaient beaucoup de photos de la Russie, des ogives nucléaires, etc., des bases militaires.
Et maintenant, elles sont déclassifiées et c'est une mine d'or pour nous parce qu'on a une idée à très haute résolution de, finalement, on voit cet ancien champ ici de pommes de terre. On n'avait qu'un seul lac ici, qui d'ailleurs a agrandi. Un petit lac ici qui a grandi aussi. Vous voyez, les deux sont formés. Et tout ça, on n'avait pas de lac avant. Ici, on a de la forêt. Et on voit ici, on tourne du gris. Ici, c'est vraiment un champ. Ces deux lacs n'ont pas changé et ces lacs-là, tout à fait. Donc, on peut arriver à quantifier finalement quand ça a démarré et en combien de temps. Ça, c'est vraiment important d'avoir des mesures, avoir des valeurs, comparer différentes régions en Arctique. Donc, c'est quelque chose de très rapide. Et ça, une petite vidéo de drone pour vous montrer un autre site. On voit un très ancien lac qui s'est formé. On parlait de différentes périodes de glaciation. On a eu un petit réchauffement climatique il y a 10 000 ans. On a démarré la formation de lacs, mais qui ne sont pas développés de façon importante. Alors qu'actuellement, à cause de ce réchauffement climatique moderne, on a tout un tas de lacs qui sont formés. Celui-là s'est formé en 2005, celui-là s'est formé en 2000. Vous voyez, on a vraiment une zone très rectangulaire qui n'est pas du tout naturelle. Ça, c'est un des champs aussi de pommes de terre qui a été fait. Ce n'est pas le même que je l'ai montré avant. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une route ici et on a ici une ligne à haute tension qui a aussi provoqué, quand ils ont coupé la faune dans les années 90, ils ont provoqué aussi la formation de lacs le long de la route. Donc à terme, la route, elle va s'effondrer, ils devront la faire ailleurs. Il se passe le même phénomène au Canada, le même phénomène aussi en Alaska. On ne peut pas faire autrement. Ce qu'on peut faire, c'est faire des routes surélevées. Donc, il y a vraiment une partie d'ingénierie d'arriver à limiter le réchauffement, mais c'est quelque chose qui est totalement irréversible. Notre photo vidéo, et après, je m'arrêterai sur le site, parce que j'ai déjà parlé depuis 37 minutes, et 30 minutes. 3 minutes, et j'ai fini. Promis. Donc là, vous voyez, un énorme glissement de terrain. Tout à l'heure, la photo, je la faisais là, on a la route qui fait ça. Et vous voyez qu'on a un trou béant de 20 mètres de profondeur, à peu près 50 mètres de large, avec des arbres qui s'écoulent, qui tombent dedans, avec ici de l'eau issue de la fonte, un énorme morceau de glace ici, un autre ici, un autre ici. Et en 2021, on y est retourné, et le glissement de terrain, il est là maintenant. Il fait tout ça, et il est actif. Donc, on espère y retourner, je ne sais pas quand, dans 2 ans, peut-être, plus. Et pour documenter, alors nos collègues Yakout documentent aussi l'évolution. On collabore avec eux. C'est vraiment quelque chose qui est très important parce que l'eau ici a une chimie très particulière et elle va vers des lacs, vers des zones de pâturage. Donc, c'est un impact directement sur les activités humaines. Donc, changement des transferts d'eau, changement aussi des infrastructures. On a vu un petit peu, vous voyez la taille de la route, elle fait des montagnes russes. Là, on est en Alaska. C'est aussi dû au dégel du pergélisol. Ici, on a un bâtiment qui s'effondre, carrément, il se coupe en deux, à cause également de l'effondrement lié au dégel du pergélisol. Et pourtant, c'est une petite maison. Il y a des grands bâtiments dans les capitales à Yakoutsk ou dans des grandes villes au Canada qui sont vraiment très grands et qui montrent des fractures très importantes et les bâtiments vont être à un moment donné plus utilisables. Et donc, c'est un très grand problème pour construire dessus et voir l'évolution future. Voilà l'état du trottoir aussi, vous voyez, c'est vraiment de l'évolution. C'est juste que vous avez, il fait 30 degrés dans l'air, il fait moins 4 à 2 mètres de profondeur, vous avez des échanges thermiques. Donc, le sol bouge. On a dit que c'est la couche active. Donc, ça, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est après, ça va s'effondrer ici ou là, parce que c'est de plus en plus chaud. Et donc, c'est pour ça que tous les bâtiments sont construits sur pilotis, sauf que ça ne suffit pas les pilotis. À un moment donné, vous voyez, les pilotis, ils vont en profondeur, les fondations touchent le pergélisol, donc ils conduisent la chaleur. Donc, ces bâtiments-là, à terme, ils vont sans doute s'effondrer, donc ils devront les reconstruire ailleurs, à d'autres endroits. Et vous voyez ici, les conduites de chauffage sont sans arrêt en hauteur pour ne pas provoquer le dégel, mais ça ne suffit pas dans ces régions. Un autre problème dont on parle beaucoup, un peu plus, dans le sens pergélisol, je finirai là-dessus, pergélisol, bombe climatique, c'est en fait le carbone. On sait que le pergélisol, il contient énormément de carbone. Là, je parle d'atomes de carbone, d'accord? Mais en fait, c'est sous différentes formes, principalement sous forme de débris de végétaux, de matière organique. On est ici dans un tunnel dans le pergélisol à 15 mètres de profondeur. Vous voyez qu'on a des anciennes racines qui ont à peu près 10 000 à 15 000 ans, avec ici du sable. Alors, les petits trucs qui brillent, c'est juste la glace qui se reflète sur le flash. Enfin, le flash se reflète sur la glace plutôt. Et donc, on a vraiment de la matière organique, on a des poches de gaz, on a des débris de mammouth, mais c'est quand même très, très local. Mais ça compte dans la concentration en carbone. Et vous voyez, on a ici un énorme morceau de glace. On voit les sédiments qui sont très, très sombres. Ça nous indique qu'on a beaucoup de matière organique, un peu comme de la vase. La vase est très sombre. Donc là, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent vraiment comme la cave. Ça sent vraiment la matière organique ou la vase. Donc, c'est la vase. En même temps, on sent le froid qui apparaît. Donc, c'est très, très particulier. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que le pergélisol contient 1500 gigatonnes de carbone. Ça ne vous parle pas énormément, c'est normal. Pour vous donner en perspective,
1500 gigatonnes, là je l'ai mis ici, donc vous voyez un diagramme avec ici qui est en milliards de tonnes ou gigatonnes. La forêt tropicale, qui est un biome très important sur Terre, on a beaucoup de végétation, c'est seulement ici en végétation 200 gigatonnes. Les sols tropicaux contiennent à peu près 200, à peu près la même part, donc ça fait 400 en tout. Donc on est bien supérieur aux forêts tropicales, à la savane, même aux forêts tempérées. Ils sont pourtant très importants, très étendus. Et ce carbone, principalement, il est dans le pergélisol. Il est protégé, préservé, gelé. Sauf que, évidemment, si on va dégeler ce pergélisol-là, qu'est-ce qui va se passer? Ces débris de végétaux vont se retrouver à l'air libre. Ici, une petite vidéo d'un collègue canadien dans un état où on a de la tourbe, des zones très riches en carbone, du pergélisol. Donc ça dégèle, il met une petite GoPro, une petite vidéo dans un lac qui est en train de se former. Vous voyez, on a plein de matière organique qui d'un seul coup se retrouvent en dissous dans l'eau. On voit bien des petites particules, ça fait une couleur un peu thé, mais thé vraiment très fort. Ça, c'est de la matière organique dissoute qui a plusieurs milliers d'années, qui se retrouve dans l'eau ou à l'air libre. Et ça, c'est la nourriture pour les bactéries. Les communautés bactériennes qui dégradent naturellement, c'est le cycle naturel du carbone. L'humus qui est créé par les feuilles mortes qui tombent à l'automne sont les bactéries qui ont dégradé. Un tas d'autres animaux, de la petite faune, pédofaune. Sauf que ces bactéries-là, on leur donne de la nourriture en plus qui n'était pas présente dans le système avant. Donc elles vont se développer, il fait chaud, il y a de l'eau, il y a de la nourriture, elles se développent. Et en retour, elles vont relarguer en respirant du CO2 ou du méthane, suivant le type de bactérie. Donc finalement, on est en train de libérer du carbone qui était avant protégé dans le système. Ça, c'est la mauvaise nouvelle parce que 1500 gigatonnes de carbone en tout dans le pergélisol, c'est 2 fois plus de carbone qu'on a actuellement dans l'atmosphère. Alors la question, c'est de ne pas dire qu'on va libérer 2 fois plus de carbone, donc tripler la concentration en carbone. Les recherches actuelles essaient de montrer quelle est la part qui va être libérée, la part qui va être stockée. Il y a plein de processus qui sont très compliqués parce que vous créez finalement de la vie. Il y a des plantes aquatiques qui vont se former quand vous formez des lacs. C'est d'un milieu continental à un milieu aquatique. Mais on est quand même vers quelque chose qui est en libération. Et tous les lacs qu'on observe en Sibérie et en Arctique sont en train de libérer du méthane et du CO2 de façon très petite. Donc, on ne le voit pas. C'est vraiment quelque chose qui est très faible. Là, une vidéo à travers un lac en hiver, on voit le couvert de glace et vous voyez qu'à travers la glace au-dessus du lac, on voit des bulles là, qui sont emprisonnées d'air. Et si on va jusqu'en bas du couvert de glace, à peu près 1 mètre, 1,50 m, on est en Alaska, on voit aussi des bulles d'air qui sont mises juste en dessous de la glace, qui sont piégées. Si on les analyse, on voit également aussi que c'est des très fortes concentrations en méthane et au CO2. Et l'âge de ce méthane et CO2, il est lié au pergélisol. Il a quelques milliers d'années. Donc ça démontre bien que lorsque au printemps cette glace-là va fondre, on va avoir une brusque libération de CO2 qui va être très importante et de méthane. Et ça, ce sont des gaz à effet de serre qui sont extrêmement importants. Notre vidéo aussi de collègues, vous voyez, on a des bulles qui sont piégées dans le lac. La glace est vraiment très verdasse. Là, vous voyez, on peut, pour montrer que c'est du méthane, c'est qu'on peut allumer. Un peu comme au marais Poitevin, on va libérer des gaz aussi faits par les bactéries. C'est la même chose. Donc là, ils cassent les bulles d'air qui sont piégées dans la glace. Et en fait, on peut arriver à avoir une petite flamme comme ça, très importante. Donc ça, c'est vraiment un des impacts les plus importants. On le voit aussi, et j'irai un peu vite, au fond des océans, dans les zones qui étaient auparavant dégelées, on voit, pas des lacs, mais on voit des trous qui se forment. Ici, c'est le relief qui apparaît. Finalement, les mêmes vues que je vous ai montré en drone avec des lacs, on les voit au fond de la mer avec carrément des gaz, des rejets de gaz de méthane et de CO2 qui aussi remontent de la même façon que je vous ai montré juste avant. Et donc finalement, c'est ce qu'on pense, c'est qu'on a cette forme de pergélisol, cette distribution ici qui était, on l'avait vu en étendue jaune, elle était en bleu. On sait qu'avec l'évolution future du climat, à cause de l'activité anthropique, le pergélisol qui est en train de dégeler, son dégel va s'accélérer. Si les émissions continuent et si la température continue à augmenter, la limite du pergélisol va reculer et toutes les zones qui sont ici en vert, on a beaucoup de glace, et là, on va avoir des grands glissements de terrain, on va avoir des lacs qui vont se former. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va dégeler d'un seul coup en 100 ans 400 mètres de pergélisol, mais on le dégèle par le dessus progressivement. Et c'est là où on va avoir de la libération de l'atmosphère. Donc, c'est là où on va avoir des modifications très importantes des écosystèmes, des ressources en eau, et également de ce cycle du carbone. Et ce qui se passe en Sibérie, ça nous impacte, nous. Puisque le fait qu'on a libération de gaz à effet de serre,
ça va participer à augmenter le réchauffement climatique. En retour, ça va réchauffer et dégeler encore une fois le pergélisol et de nouveau dégazer. Mais ce qui se passe en Sibérie, et le dégel du pergélisol, la température, ça ne nous impacte nous. On va avoir plus de sécheresse, qu'on a vu cet été. On va avoir plus de tempêtes plus importantes. On va avoir des pressions très importantes sur les ressources en eau. Et on va avoir des canicules qui sont surtout très importantes et de plus en plus fréquentes. Donc vraiment, ce qui se passe là-bas, c'est pour ça qu'on essaie d'aller là-bas et de montrer ce qui se passe. Il y a des populations qui y vivent aussi. Et il n'y a pas qu'elles qui sont impactées, mais également nous aussi. Voilà, j'ai fini. J'espère que vous avez pu voir comment ça change dans cet environnement. Voilà. Merci beaucoup.